Hello et bienvenue sur Sauce Digital, le podcast qui part à la rencontre des experts et des expertes du digital, de la Caraïbe and beyond. Heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode dédié aux créatrices et créateurs de contenu. Le concept est simple. 10-15 questions pour découvrir le parcours d'un créateur, son approche du contenu, sa stratégie pour engager son audience, ses hauts, ses bas et ses recommandations pour créer du contenu impactant. Aujourd'hui, je reçois Victoria Lamar, a.k.a. Dolce V. C'est ça ? Oui, c'est bien ça. Comment tu vas ? Ça va, merci de me recevoir, ça fait plaisir. Et c'est mon premier vrai podcast. Ouais. C'est vrai ? Ouais, carrément. Ah ouais, parce qu'en fait, je pensais qu'on t'avait déjà interviewé non. au En moins podcast, 10 fois. En podcast, non. C'est la première fois. Ok. Tu vas voir. C'est cool comme format. Ça permet d'aller un petit peu plus en profondeur sur les sujets. Ouais. Et personne ne voit. Et ça, j'aime bien, tu vois. On entend juste la voix. Yes. Alors du coup, pour te présenter un petit peu aux auditeurs et auditrices qui ne te connaissent peut-être pas, t'es la première personne de mon entourage à s'être lancée dans le contenu. Voilà. Ok. Si je me souviens bien, on était au lycée, Yes. en terminale pour être exact, et tu as lancé ta chaîne YouTube. Oui. Orientée, capillaire, beauté, lifestyle. Ouais, voilà, c'était un peu brouillon. C'était une chaîne YouTube créée un peu en mode à l'arrache, où je mettais tout ce que j'avais envie, tout ce dont j'avais envie. Et donc, je parlais cheveux, je parlais effectivement maquillage, beauté, tout et n'importe quoi. J'aime bien, moi, à l'arrache, parce que ça veut dire que c'est authentique. Oui, voilà, c'était pas calculé. Je me suis dit, tiens, c'était tout nouveau à l'époque. Et je me suis dit, tiens, j'ai bien envie de tester. Voilà. Et en fait, je me suis pas posé de questions. Et par contre, j'ai pas partagé tout de suite à tout le monde. Ouais. Donc voilà. C'est vrai que, enfin, comment dire, en soi, c'était pas un métier à l'époque. Ah, pas du tout. C'était. Pas du tout. T'ouvrais une chaîne YouTube. Voilà. Par centre d'intérêt. C'était l'époque en plus où t'avais les blogs, etc. Enfin. Et les blogueuses dominaient. Tu sais, les skyblogs. Alors, pour moi, le lycée, c'est la fin du skyblog. Ouais, mais tu vois, c'était la le début du blogging, finalement. en fait, de la professionnalisation du blogging, tu vois. Ça. Je me souviens de blogueuses beauté et mode. Je sais pas si tu connais Tokyo Banbao. Non. Non, c'était une blogueuse elle avait un blog sur Blogger, c'est la plateforme de blogging. Ouais. Et du coup, tous les jours, elle postait ses tenues. Ok, oui, c'est ça, tu vois, c'était à l'époque vraiment des blogs, des lookbooks et tout. Enfin, voilà, pleinement. Donc, voilà, je me suis lancée comme ça, sans trop me poser de questions, du jour au lendemain, et ça a donné ça. Et aujourd'hui, tu cumules plus de 100 000 abonnés sur Instagram et YouTube. Oui, alors... Sur YouTube, effectivement, alors je suis pas encore aux 100 000. J'ai regardé tout à l'heure. T'as regardé ? J'ai regardé. YouTube 85,6. À peu près. Insta 25, j'ai oublié. Je sais plus. Au-dessus de 85 000, ça c'est sûr sur YouTube. Du coup, ça fait plus de 100 000 en cumulé. En cumulé, ouais, effectivement. Vu comme ça, c'est. Accepte tes 100 000 abonnés. Mais c'est vrai que YouTube, que je délaisse un petit peu ces temps-ci, pardon, mais ces dernières années, mais qui est là toujours. Ok, ça marche. Bon, du coup, on a établi un petit peu le contexte. Est-ce que tu peux te présenter et nous parler un petit peu de ton parcours ? Du coup, comme tu l'as bien dit, moi je suis Victoria, effectivement créatrice de contenu depuis très longtemps. J'ai même plus envie de donner le nombre d'années, je me sens vieille. Voilà. Donc voilà. Donc depuis le lycée, puisque je me suis lancée sur YouTube, etc., j'ai un parcours un petit peu atypique, puisque à l'époque, comme tu l'as bien souligné, c'était pas un métier. Donc moi, je le considérais vraiment comme mon loisir, mon petit moment. Le week-end, je postais, etc. Mais je me suis plutôt dirigée vers des études en économie. Oui. Et donc, j'ai fait ma licence en Guadeloupe, mon master, tout ça. Et en parallèle, j'ai travaillé dans la beauté, dans le secteur de la beauté, en même temps que mes études. C'est ça. J'allais te demander, du coup, quand tu t'es lancée dans ces études, c'était quoi le plan ? C'était quoi le plan ? Alors, il n'y en avait pas forcément, puisque c'était une période un peu floue, dans la mesure où moi, je savais très tôt que je voulais créer mon entreprise. Donc, c'était ça le plan ?
C'était peut-être ça le plan. Voilà. Mais je ne savais pas exactement dans quoi, tu vois. Mais je savais que depuis très tôt, voilà. À la base, je ne voulais pas forcément faire de longues études. Ok. Je voulais travailler très tôt, très vite. Et en fait, finalement, comme j'avais quand même de bons résultats, les professeurs qui te sollicitent, et ils ont eu raison, hein, ouais. qui m'ont un peu incité à m'inscrire pour différentes écoles ou en fac, etc. Et pour te montrer à quel point c'était particulier dans ma tête, c'est que j'avais été acceptée dans une école de commerce en France, post-bac. Ouais. Et on avait payé les frais de scolarité, etc. Et, donc, a priori, tu partais. Oui. Ouais. Jusqu'à ce que je décide que j'avais plus envie. J'avais trop peur. Donc, du coup, à la dernière minute, quand c'était trop tard pour choisir une autre fac ou quoi que ce soit, j'ai décidé de me désister et j'ai atterri à l'Université des Antilles comme ça. Voilà. Est-ce que tu poursuis dans ces études dans une structure qui peut peut-être mieux t'accompagner, donc l'école post-bac, et du coup, tu fais ce qui, académiquement, est bien. Exact. Ou est-ce que tu fais ce que tu sens? Et à cet âge-là, je trouve que c'est difficile de suivre son instinct. Oui, je sais pas si c'était... À ce moment-là, j'ai plus vu ça comme de la peur que de l'instinct, forcément. Mais... rétrospectivement, je trouve que c'était pas forcément un mauvais choix. Parce que, en réalité, comme je voulais très vite être active, la fac était plus adaptée pour moi, tu vois, parce que en parallèle de la fac, j'ai pu travailler dès ma deuxième année, tu vois. J'ai fait ma première année bien, puis ma deuxième année, je travaillais les week-ends. En école, c'est compliqué. Le soir même, quand j'avais mon site e-commerce, etc. Donc, vraiment, t'as quand même un peu plus de flexibilité. Alors qu'en école de commerce, je me suis dit, j'aurais pas pu faire ça, tu vois. Donc, ça m'a permis quand même de trouver un compromis, finalement. Ok. Donc, ça m'allait très bien aussi. Est-ce que tu as des entrepreneurs dans ta famille? Est-ce qu'il y a des profils qui t'ont inspiré un petit peu Oui, mon père est un entrepreneur depuis ses... Si je dis pas de bêtises, c'est 16 ans. Donc, il a toujours fait ça? Ouais. Ok. Voilà. Et est-ce que c'est quelque chose qu'il voulait pour ses enfants? Alors, pas forcément. Comme d'hab. Ouais, non, enfin, je veux dire, il m'a jamais poussé à le faire. Ok. Mais c'est plutôt de le voir faire qui me donnait envie. Je pense, inconsciemment, j'avais envie de montrer, de me prouver que je pouvais aussi. Je le voyais très actif. Qu'est-ce que tu as apprécié parce que tu disais que... Enfin, tu viens de dire que c'est en le voyant faire. Oui. Ça crée comme une espèce d'adrénaline, tu vois. Je le voyais très animé par tous ses projets. Ouais. Très animé, très actif. J'étais là, hein, donc forcément, je le voyais je vivais ses projets, en fait. Ouais. Et donc, une bonne question, ça s'est fait un peu naturellement, où je me suis dit, moi aussi, je vais trouver ma voie, et je vais créer ma boîte, mais sans savoir exactement dans quoi, voilà. Ok. Moi, je pense qu'il y a un petit rapport, tu vois. Oui. Le fait, pas forcément par mimétisme, mais je trouve que des fois, ça fait sauter des barrières que tu peux avoir dans ta tête, tu vois. L'entrepreneuriat, ça peut faire peur par opposition à la sécurité de l'emploi, par exemple. Ah oui. Et en grandissant, le fait de voir tes parents avoir un business et tous les aléas qu'il y a avec, tu t'en rends pas compte à ce moment-là, mais ça veut dire que pour toi, c'est possible, en fait. Ah oui, voilà. Et je pense que ça commence là, par se dire que c'est ça. On peut soi-même en être capable. C'est ça. C'est-à-dire que moi, du coup, j'ai toujours vu l'entrepreneuriat comme une façon pour moi de me créer mes propres opportunités. Tu vois, je le voyais vraiment comme ça. Donc, à chaque fois, j'avais pas l'intention, même quand je travaillais pour certaines boîtes en parallèle de mes études, je me disais pas, je vais travailler pour elles. T'étais consciente ça m'apporte une expérience, une compétence que je vais utiliser après pour faire mon truc. Tout à fait. Ok. Non, voilà, l'idée, c'était vraiment de créer mes propres opportunités. Et c'était vraiment ça, mon leitmotiv, on va dire. Voilà. Ok. Alors, à quel moment... Bon, la création de contenu faisait partie de l'aventure depuis le début. Mais à quel moment c'est devenu, à proprement parler, de la création de contenu pour toi? Récemment, seulement. C'est vrai? Je te jure. Parce que pendant des années, comme je te disais, j'ai toujours considéré YouTube, etc., comme un loisir. Ouais. Un safe space, peut-être? Ouais, voilà, un truc que j'aime bien faire et vraiment...
Tu vois, on te demande... Enfin, je ne sais pas si on t'a déjà posé cette question-là, mais moi, on m'a déjà demandé qu'est-ce que tu ferais gratuitement voilà, si tu veux choisir ton métier, etc. Ouais. Et ben, c'est récemment qu'on m'a posé la question. C'est vrai. Et je me suis dit, c'est vrai que ça, je l'ai toujours fait gratuitement pendant très longtemps. Et j'ai jamais abandonné. Donc, c'est récemment que j'ai pris conscience de ça et où, effectivement, j'ai décidé vraiment comment dire, de plus m'investir dans la création de contenu pour moi et de me professionnaliser aussi dedans. Parce qu'avant, c'était vraiment mon loisir. Du coup, c'est pour ça aussi que pendant un moment, j'ai délaissé. Parce que avec toutes ces activités que je faisais un peu à gauche, à droite, avec mes entreprises, avec les études... T'étais prise par d'autres choses. J'étais prise par d'autres choses. Donc, mon petit moment plaisir, il était un peu réduit, tu vois. Je comprends. Mais là, justement, avec ma nouvelle activité, puisque maintenant, je travaille dans le marketing digital, effectivement. Oui. Donc, voilà. Donc, c'est vrai que j'ai un peu plus de flexibilité pour me permettre aujourd'hui de considérer un peu plus de temps à la création de contenu. Ok. Et du coup, par rapport au marketing digital, c'est quelque chose qui faisait partie de ta formation initiale ou qui... Comment dire, qui s'est développé dans ce projet gratuit. En fait, c'est ça. Et aussi par rapport à tes expériences business, je pense. C'est ça. Puisque... C'est exactement ça. En fait, c'est un peu... Ça s'est fait un peu naturellement aussi. Voilà, on va dire ça. Pendant mes études, comme je t'ai dit, je travaillais à côté. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que je me suis lancée donc, en indépendante. J'ai ensuite eu l'opportunité de pouvoir proposer une marque à la vente. Et ensuite, je me suis dit, tiens, c'est compliqué. Ça a l'air dur. Ouais, puis d'aller à Basse-Terre, puis à Saint-François, puis c'était compliqué. Donc, je me suis dit vite, à l'époque où c'était pas du tout un truc, j'ai lancé mon site e-commerce. Donc, j'ai lancé mon premier site de vente en ligne. Waouh. Et ça se faisait pas, surtout du maquillage. Enfin, qui est-ce qui, à l'époque, en Guadeloupe, achetait du maquillage en ligne? C'est le genre de produit... Tu vois, si tu réfléchis trop, tu te dis, non. C'est ça. Et puis, c'est le genre de produit aussi où, comment dire, le test du produit est important. Oui. Oui. Et du coup, j'ai l'impression que même aujourd'hui, alors que l'e-commerce s'est développé dans le make-up, t'achètes des marques que tu connais, tu vois. Oui. T'achètes des produits que tu connais ou t'achètes des produits que t'as vu quelqu'un qui te ressemble les appliquer sur lui-même. Ça reste risqué pour un consommateur, surtout un produit de maquillage, parce que choisir sa teinte, etc. Et puis l'e-commerce en Guadeloupe à ce moment-là, mais waouh. Mon père, il y croyait pas. Donc, tu vois, quand j'ai dit ça, j'ai dit, ok, bon, elle s'amuse, elle fait ses études, elle lance son site, d'accord. J'adore. Ok, pourquoi pas. Et puis donc, je crée mon site internet de toutes pièces avec mes propres moyens, puisque j'ai pas de budget, je suis étudiante, donc j'ai juste mes économies. Mon père m'a un petit peu aidée à faire un peu mon stock avec, parce que encore une fois, j'aime bien le fait qu'il y croyait pas, mais il était quand même bienveillant, tu vois. Oui. non, oui, voilà. Après, il voyait que j'étais investie, donc ça va. Et donc, je lance le site et ça fonctionne. Ok. Et là, il commence à en parler à tout le monde en disant « Waouh, c'est génial, les sites internet, en fait, c'est trop bien. T'as pas besoin de local, c'est génial. » Il était content. Il allait à la poste avec tous ses colis. C'est lui qui postait pour moi et tout. C'est une belle histoire. Donc, voilà, du coup, il m'a vachement aidée sur ce point, on va dire, logistique aussi, faut reconnaître. Et donc voilà, j'ai lancé mon premier site e-commerce comme ça. Donc déjà, ça m'a créé une expérience dans le domaine. Il a fallu que je développe ma communication. C'était une marque qui était inconnue en Guadeloupe, complètement. Donc là, c'était un autre défi parce que non seulement je lance un site internet, mais en plus, personne ne connaît cette marque. Enfin, on n'en a jamais entendu parler. C'est une marque américaine. En France, on entend très peu parler de la marque aussi. Donc, très formateur. Oui, il faut créer. Côté marketing faut créer une certaine crédibilité. Et puis, à mon sens, j'ai trouvé que c'était un pari réussi quand même. Tu vois, puisque on a réussi à développer les ventes. Je dis on, parce que mon père était un peu dans l'aventure aussi quand même. Donc voilà, il y a participé et contribué. Mais voilà, donc toute la partie réseaux sociaux, je la gérais. Avec la marque, j'ai noué vraiment des liens forts aussi avec la marque à cette époque, parce qu'ils me voyaient grossir progressivement. Voilà, donc ça, c'était cool. Et donc, voilà, c'était ma première expérience, tu vois, dans le e-commerce. Ouais.
Et donc, pendant que je faisais mes études en éco, et ce qui fait que mes professeurs ne m'ont jamais bridée dans mes travaux, parce que, par exemple, mon mémoire ou autre, j'ai pu les orienter sur le e-commerce. Ils savaient que j'étais dans ce domaine-là, donc ils m'ont dit, bon, allez, ok. Du moment que ça restait économique, ça va. Franchement, ça fait du bien d'entendre ce genre d'histoire par rapport à l'enseignement. Oui. Parce que j'ai l'impression que c'est vrai pour beaucoup de personnes, le fait que tu dois faire un choix entre l'entrepreneuriat et les études. Et ce que j'aime bien dans ce que tu dis, c'est qu'au final, l'un était porté par l'autre. Oui, ah oui, et oui. Pour moi, c'est comme ça que ça devrait se passer, en fait. Puis j'apprenais beaucoup de choses aussi, effectivement. Alors, c'est vrai que c'était parfois, ça paraît très théorique, très large, etc. Mais il y a un prof que j'aimais beaucoup qui disait, l'école, ça t'apprend à apprendre, en fait, tout simplement aussi. C'est tellement Donc rien vrai. que ça, c'est formateur. Mais tu sais, rien que le fait d'apprendre à citer des sources de qualité. Oui. À rechercher tes sources et tout. Merci à l'enseignement supérieur, en fait. Puis t'organiser, structurer ça s'apprend. Ton travail. Ouais. Et la rigueur, etc. Donc, c'est vrai que ne serait-ce que ça, même si tu as l'impression que tu es à côté de la plaque, au final, ça sert quand même. Voilà. Donc, c'est pour ça que je disais au début, quelque part, ces professeurs à l'époque, je trouve qu'ils m'ont bien orientée finalement. Parce que même si c'était pas quelque chose comme ça que je voulais faire sur le moment, en réalité, ça m'a donné un bagage. J'étais plutôt douée dans ce domaine-là, donc ils ont eu raison de me pousser à aller dans ce domaine-là. Et puis voilà, je trouve que c'est important. Et aujourd'hui, c'est peut-être aussi pour ça que voilà, j'ai une certaine polyvalence. Sacrée recommandation pour l'Université des Antilles, ma foi. Je suis pas payée, mais je devrais. Hein. S'ils veulent me sponsoriser, il n'y a pas de souci. C'est le moment de faire passer ton message. Voilà. Non, mais blague à part, j'ai eu une bonne... globalement, j'ai eu une bonne expérience. Ah oui, j'ai trouvé que c'était pas si mal de faire ses études en Guadeloupe. On a des professeurs de qualité. J'étais agréablement surprise du corps professoral et voilà, de pouvoir étudier tout simplement ici. Je trouvais que c'était une chance aussi. En soi, moi, ce qui m'a intéressée par rapport à ton profil, c'est le fait que j'ai l'impression, en tout cas en tant que spectatrice, que toutes tes expériences ont forgé la personne que tu es aujourd'hui et le type de business que tu vas choisir. Oui. Dans le sens où, en fait, pour moi, tu faisais du build in public avant qu'on sache que c'est que le build in public, tu vois. Donc, à partager les coulisses de tes projets. Et en fait, aujourd'hui, les marques, c'est cette authenticité qu'elles recherchent sur les réseaux sociaux. C'est ce qu'ils cherchent à créer. Exact. Et ce que je trouve fou, c'est que au final, tu as commencé à être créatrice de contenu à un moment où personne savait définir cette compétence qui fait appel à autant de compétences, tu vois. Et du coup, je trouve ça cool. Et ce qui est bien, c'est que j'ai l'impression que pour toi, ça a été une expérience positive d'apprentissage. Tu vois. Ah oui, et puis même la création de contenu m'a ouvert effectivement beaucoup de portes, tu vois. Au final, oui, tu parlais de la... Il y a eu plein de choses déjà. De la marque. De la marque, oui, effectivement. Quand j'ai été les démarcher, j'avais un profil, tu vois, que je pouvais lister dans mes mails. C'est ça, donc c'est ce qu'on appelle une preuve sociale. Voilà, c'était un peu mon gage, entre guillemets, de crédibilité pour leur expliquer que non, mais je pouvais développer quelque chose de sympa et tout. Et puis pas que, tu vois, mon premier stage en entreprise, je l'ai dégoté comme ça à l'époque où ils prenaient pas de stagiaire, tu vois. Et j'ai dit, oui, non. Mais j'ai montré, j'ai insisté. Et voilà, des petites choses comme ça, ou les contacts aussi, le réseau que tu te fais. Mes premières clientes. Bah ouais. Aussi. C'était des abonnés, du coup? Ah, il y en a eu pas beaucoup. Beaucoup. Et je l'ai encore plus... alors, comment dire? Quand j'ai ouvert mon magasin physique, j'ai pu vraiment rencontrer des personnes qui m'ont dit, mais tu te rends compte quand... Enfin voilà, je te suivais jusqu'à aujourd'hui, tu vois, et ça fait plaisir d'entendre ça. Donc voilà. C'est trop cool. Bon, alors, comment est-ce que tu définirais le style de ton contenu aujourd'hui, donc sur Instagram en soi? Alors, aujourd'hui, spontané. Voilà, je dirais feeling. Ça. Ouais, j'essaie d'être la plus spontanée possible. Je pense que ça m'a pris des années pour pouvoir l'être. Vraiment. Tu vois. Ouais, c'est pas facile. Non. C'est pas facile parce que, enfin, comment dire, la spontanéité qui émane de toi,
c'est encore une fois mon ressenti de spectatrice. Oui. Mais je ne connais pas les coulisses, les difficultés par lesquelles t'es passée, les moments de doute qu'il y a dû avoir, parce que c'est pas simple. Encore une fois, t'as commencé ça quand on savait pas ce que c'était. Oui. Donc ça devait être dur de te dire, ça a marché. Surtout que c'est même pas ce que je regardais, tu vois. Et le plus souvent, à chaque fois que ça a fonctionné, c'était les moments où... Ouais, oui. Mais c'est tout le temps ça. Pourquoi, tu penses? Eh bien, écoute, je ne sais pas. Mais je pense que justement, on se soucie, quand on se soucie plus de la qualité de son contenu et de ce qu'on peut apporter à son audience, ça paraît bateau dit comme ça, mais je te prends l'exemple de la vidéo qui a le mieux marché sur ma chaîne. À l'époque, c'était celle où... truc tout bête, hein, c'est une astuce qu'on se donnait entre copines, où en fait, on se faisait des nattes la veille, sur cheveux mouillés, et le lendemain, pour avoir plus, comme j'avais déjà les cheveux bouclés, mais plus des ondulations, etc. Des ondulations bien voilà, en plus à l'époque, c'était un peu la mode d'avoir un peu à la brésilienne. C'était le wet look, là. Ouais. On m'a tout le temps mouillé, tu sais pas pourquoi, mais t'es tout le temps mouillé. Et donc, du coup, moi, je sors un tuto. Un tuto comme ça. Un tuto wet look. Un dimanche soir, chez moi, je crée un tuto. Voilà, je suis pas coiffeuse, je suis pas professionnelle du tout. Tu as juste des cheveux bouclés. Voilà, j'ai des cheveux et je me dis, tiens, je vais montrer comment je fais, etc. Bref, donc je crois que je l'ai appelée Beachy Waves. Je crois aussi. Voilà. Et cette vidéo, aujourd'hui, elle comptabilise 7 millions de vues, à peu près. Et une star. Alors, mais attends, mais l'histoire du truc, c'est que ça commençait à la monétisation à l'époque. Et donc, quand j'ai posté, la question s'est posée, c'est de savoir quelle musique j'allais utiliser. Et puis, je me suis dit, moi, je m'en fous, je veux une bonne musique. Je veux que ma vidéo, elle fonctionne. Je crois que je sens le truc arriver. J'ai posté avec une musique que j'aimais bien. Ouais. Et bien, forcément, j'ai jamais pu monétiser cette vidéo. C'était qui? La musique. Donc c'est voilà. J'ai travaillé gratuitement pour YouTube en vrai. Oh là là. Non mais tu vois, ça encore une fois, c'est anecdote de t'arrives, tu découvres. Mais en fait, c'était pas mon objectif déjà de me faire payer par YouTube, tu vois. Est-ce que c'était déjà transparent que tu pouvais à ce moment-là, que c'était possible, que ça pouvait arriver? YouTube déjà, il t'informait, etc. Enfin, tu commençais à entendre. Je commençais à entendre, mais je sais pas, c'était pas dans mes projets, tu vois, j'étais pas sur ça. Je voulais vraiment une bonne vidéo, je voulais une musique qui colle à ma vidéo. Je voulais pas les vieux trucs là qu'on nous proposait, les musiques libres de droit. Aujourd'hui, il y a du choix, mais avant, c'était pas ça, tu vois. Ouais, et puis aujourd'hui aussi, la musique sur YouTube a une autre place. Tu peux faire une vidéo sans musique. Oui. À l'époque, ça faisait partie de la DA. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc, je préférais avoir une bonne vidéo que d'avoir une vidéo qui fonctionne potentiellement, mais qui me rapporte plus. Voilà. Ça marche. Donc non, tu vois, c'est pour te donner un exemple. Hein. Ça marche. Et du coup, quels éléments de ta personnalité ou de ces nombreuses expériences se reflètent dans ton contenu? Bon, alors ça, ce serait peut-être plus une question à poser aux autres, c'est-à-dire quelle perception ils ont de moi. Moi, en tout cas, j'essaie toujours de montrer au possible que je suis ouverte d'esprit et que je suis ouverte à l'échange et très tolérante et bienveillante dans mes échanges. C'est facile? C'est pas facile parce que malheureusement, sur les réseaux, les gens sont très susceptibles. Comment tu te protèges? Et alors, moi, j'ai cette chance, c'est que comme j'ai commencé avec YouTube, depuis des années. Ouais. J'avoue, j'en ai déjà parlé sur les réseaux, mais me sentir un peu imperméable à ça. Parce que fut un temps, j'étais susceptible. Tu recevais sur YouTube toutes sortes de messages, parce que c'était des anonymes, donc forcément, j'ai reçu des insultes, et voilà. Et puis c'est très paradoxal, puisqu'il y a un côté où quelque part, tu as envie d'avoir des commentaires, tu as envie que les gens réagissent à ton contenu. Mais et donc, tu es obligé de considérer cette notification. Et des fois, c'est un truc qui va te plomber. Dès que tu as une vidéo qui devient un peu virale ou autre, tu as automatiquement aussi les commentaires haineux qui vont avec. D'accord. Et moi, j'ai appris quand même à les recevoir, tout simplement. J'ai pas... Il y a un truc que tu disais sur les réseaux, c'est qui m'a... je sais pas, ça m'a touchée, mais en même temps, je me suis dit, c'est chaud quand même. Tu disais que toi, c'est OK, mais si on touche à tes proches, c'est mort. Je sais plus dans quel cadre j'ai dit ça. Je sais même plus. Bon, alors le but, c'est pas
raviver des émotions négatives. Pour la vidéo de ma sœur. Pour répondre à ta question, c'est vrai que en général, les gens n'ont pas tout le contexte. Et ce qui se passe, c'est qu'ils prennent pour vérité absolue ce qu'eux, ils voient et ce qu'eux, ils perçoivent. Et ça, c'est dommage. Est-ce que c'est symptomatique dans les deux sens? Puisque là, on est en train de parler de réactions négatives, voire désobligeantes. Mais est-ce que c'est pareil quand on t'encense aussi sur des sujets ou qu'on te complimente? Oui, on peut aussi le voir de cette façon-là. De toute façon, on se fait une représentation sur les réseaux par rapport à ce qu'on voit, en fait. C'est-à-dire, en fait, je te dis ça parce que tu vois, du coup, là, les gens ont attribué des traits de personnalité, des ressentis à ta sœur de façon négative. Du coup, est-ce que par rapport à toi, sur ce qu'ils admirent chez toi, sur ce sur quoi ils te complimentent, des fois, tu te dis, mais c'est pas vraiment qui je suis, tu vois, ou en vrai, tu me connais pas. Oui, alors parfois, c'est vrai que ça peut donner cette impression, effectivement. On ressent parfois, quand j'échange avec certaines personnes, qu'il y a vraiment cette sensation, quand on échange, que la personne, elle pense vraiment te connaître, tu vois, parfois. Et je pense qu'effectivement, tu fais bien de le souligner, c'est parce qu'on partage des choses et peut-être que ça fait écho aussi. Oui, ça crée une relation parasociale. Et voilà. Et donc, forcément, c'est aussi ce qui crée du lien, mais c'est aussi bien. C'est juste qu'il y a des extrêmes des deux côtés, tu vois. Oui. Je pense qu'il y a plein de gens. Parce qu'en fait, c'est un truc que je dis souvent, mais la représentation, ça compte. C'est aussi pour ça que je fais ce podcast, parce que tu sais jamais quand est-ce que tu inspires quelqu'un, tu vois. Et du coup, forcément, si tu partages des trucs personnels, si tu es authentique par rapport à tes échecs, tes réussites, les gens s'associent, ils associent des points de leur quotidien à ce que tu dis. C'est humain. C'est ça, c'est ça. Est-ce que ça t'a déjà fait peur? Non, disons que là où ça m'a un petit peu embêté une fois, c'est si demain tu fais quelque chose qui les contrarie et qui contrarie la perception qu'ils ont de toi. Là, ils comprennent pas. Tu vois, là, ils vont dire mais je comprends pas. Voilà, je comprends pas. Tu disais faire ci ou être comme ceci, et aujourd'hui tu fais telle chose ou telle chose. Et je me dis, mais tu vois, c'est là où, en fait, il y a des personnes qui n'arrivent pas effectivement à faire la part des choses et justement parler de contexte et considérer le fait qu'en fait, il y a 36 000 raisons qui m'ont poussé à faire tel ou tel choix et je les communique pas toujours sur les réseaux sociaux aussi. Ouais. Et puis mes choix sont propres. On voit un morceau de toi. Voilà, c'est ça. Mais on ne te connaît pas. On a une vision, effectivement. Mais oui, dire qu'on peut connaître quelqu'un, c'est un peu délicat parce que sur les réseaux sociaux, si je t'ai jamais vu, moi je dirais pas oui, je vais dire je vois qui c'est, je la suis. Ouais, mais je dirais pas, je la connais. C'est pas, ça serait pas vrai pour moi. Voilà. Alors, je vais être honnête avec toi, puisque du coup, je suis formatrice et souvent je partage mon quotidien avec mes étudiants. Donc, je leur ai dit que j'avais un épisode de podcast après-midi, ils voulaient savoir avec qui c'était. Je leur ai dit que c'était avec toi. Ouais. Et en fait, ce qui me frappe dans ce que tu dis, c'est que je crois que j'ai entendu 4 ou 5, je la connais. Ok. Et je crois que dans toutes ces réactions, il y en a une qui a dit je la connais, enfin, je la suis. Tu vois, c'est ça. Et je trouve ça fou. Ouais. On a vraiment une forme de proximité, je pense, via les applications, où on a le sentiment de connaître la personne. C'est ça. Et surtout en ce moment, puisqu'au final, tu es sur un type de contenu qui est super intime, où tu partages... Je me doute que tu partages pas tout, mais tu partages ta grossesse, ce qui se passe... dans ton couple par rapport à ta grossesse, c'est ça. Les challenges autour de la santé, les praticiens que tu vas avoir. Enfin, je pense que pour certaines personnes, c'est tentant de se dire qu'ils connaissent tes journées par cœur. Alors que je montre même pas... je me doute. Enfin, une fraction de ça, tu vois. C'est là où c'est... Une question qui Vas-y. Est-ce que tu vas montrer le visage de ton bébé sur les réseaux? Le visage? Ouais. Écoute, non. Et du coup, si non, que penses-tu Alors, j'ai pas de... Alors, comment dire? Que penses-tu du fait de, quelque part, créer une empreinte numérique pour un individu qui n'est pas encore en mesure de prendre cette décision? Oui. Alors, c'est une question qui est difficile. Là, je te réponds aujourd'hui. Ça se trouve dans 2 ans. Je dirais pas la même chose. Mais là, actuellement... T'as le droit de changer d'avis. Voilà. Mais tu vois, là, actuellement, j'ai pris la décision, effectivement, de ne pas montrer le visage.
Parce que je préfère, un peu comme ma nièce qui, en grandissant, m'a demandé naturellement, Tati, j'ai envie de faire une vidéo avec toi. Tu vois, est-ce qu'on peut faire une vidéo ensemble, etc. C'est trop bien. Tu vois, elle t'a donné son consentement. Oui. Alors, je l'ai un peu vite fait exposer en story avant ça, ma nièce sur les réseaux, mais on n'avait pas fait de vidéo ensemble. Et c'est là où j'ai réalisé qu'effectivement, c'est peut-être mieux sous ce format-là. Et puis, alors, il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'aspect sécurité. Parce que on est en Guadeloupe. C'est petit, hein. C'est petit. Et même si je me sens vraiment en sécurité en Guadeloupe, je me dis quand même, pour protéger mon enfant, j'ai pas envie que demain, on reconnaisse mon enfant quand il est à la crèche ou quand il est... On sait jamais, tu vois. Jamais. Et avoir éventuellement de mauvaises intentions. Si ça se trouve, il y aura de bonnes aussi, hein, mais... Voilà, c'est plus, je vois plus comme de la protection pour le moment. D'accord. Tu vois, après, je ne sais pas si ça changera, mais pour l'instant, je me dis, ouais, j'ai envie de le protéger, je n'ai pas envie forcément de l'exposer. C'est définitivement des questions que tu t'es posées, des discussions que tu as eues avec ton entourage ? Non, c'est vraiment quelque chose aussi que j'ai pu observer chez des créateurs que j'appréciais aussi. D'accord, ok. J'adore voir les contenus pourtant où on voit les enfants trop mignons. Et puis je me dis, en tant que parent, c'est très tentant, tu vois. T'as envie de partager ta merveille, en fait, tu vois, à tout le monde parce que... Ta création. Et c'est pour ça que je comprends totalement ceux qui le font parce que je pense que c'est très tentant. Et je pense qu'il faut arrêter de shame les parents là-dessus. Ouais, non, c'est pas de leur faute s'il y a des détraqués, en fait. Exactement. Voilà. Et tu devrais pouvoir faire ce que tu veux. À partir du moment où c'est bienveillant. Exactement. Et c'est pour ça que je te dis que peut-être que dans 2 ans, je vais me rendre compte que c'est trop dur et que j'ai trop envie. Voilà. Mais aujourd'hui, je pars plus dans cette optique où si je peux le protéger, je le protège autant que possible. Et puis dans quelques temps, s'il a envie de tester ou voilà, qu'il est capable de me dire voilà, j'ai envie de participer. Ok, mais je préfère ne pas forcément l'exposer. Et d'ailleurs, comme je te disais, je suis parfois des créateurs où ils ne montrent pas forcément le visage. Des fois, on entend juste la voix, où ils floutent, etc. Et ça ne m'a jamais dérangée dans la consommation de leur contenu. Donc, je me suis dit, franchement, voilà. Concrètement, c'est ma vision et c'est comme ça que j'ai envie de faire les choses. Ça marche. Du coup, il y a un autre volet de ton métier qui est aussi le CM et le social media management. Ouais. Et du coup, dans ta création de contenu, dans ton job de créatrice de contenu, tu essayes d'être spontanée. Donc, comment tu trouves un équilibre entre la créativité et la planification stratégique, puisque c'est un business aujourd'hui pour toi? Alors, tu parles pour ma création personnelle, du coup ou... En fait, pour moi, les deux sont un peu liés. Parce qu'en soi, je trouve que ton statut de créatrice de contenu t'apporte de la légitimité en tant que professionnelle du marketing de contenu. Ouais. Tu vois. Ouais. Donc, j'imagine que dans tout ça, il y a un côté où, ok, t'es spontanée, mais tu dois quand même être régulière pour... quelque part, pas rassurer tes clients, mais ça participe à ta légitimité, en fait. Alors moi, je découvre vraiment. Ouais, j'essaie vraiment de... C'est pour ça que j'avais créé un compte Instagram spécialement pour mon travail, en fait, tu vois. Ouais. Voilà. Je voulais vraiment qu'on fasse la différence. Tu penses que les gens la font? Alors, ça, je sais pas. Mais moi, je dissocie parce que quand tu crées du contenu pour des entreprises, c'est pas tout à fait pareil que quand tu crées du contenu en tant que vraiment créateur de contenu, quoi. Ouais, je vois. Tu vois. Et du coup, effectivement, je pense que toute une certaine légitimité parce qu'on se dit, elle sait de quoi elle parle peut-être, etc. Moi, je crois beaucoup en la théorie de il faut faire ce que tu vends. Oui, et puis pourquoi pas. Mais après, tu vois, je connais aussi d'excellents CM qui sont pas créateurs de contenu aussi, tu vois. Oui. Et qui ont peut-être 200, 300 abonnés aussi. Oui, non, je dis pas que c'est une technique de légitimité. Je dis que c'est une technique de croissance. En soi, le fait de... Si tu vends de la création de contenu, le fait de créer du contenu de façon évidente va t'apporter plus de clients. Puisque ça t'apporte une certaine légitimité. Tu montres ce dont tu es capable sur des compétences que le client ne voit pas forcément tout de suite, style montage, copywriting, régularité, etc. Oui.
c'est des trucs que tu peux dire, mais quand on le voit, c'est mieux. Oui, c'est sûr. C'est un peu comme un portfolio quelque part. Les clients, ils vont quand même regarder. C'est ça. Mais c'est pas ce que je montre, moi. Ok. Tu vois. Quand je me présente, oui, bien sûr, j'explique que j'ai ces compétences, mais voilà, c'est pas comme ça que je me vends, en tout cas, forcément. Comment tu te vends alors? En CM, Ouais. En CM, si tu veux, je vends plus la qualité des services et le fait qu'effectivement, aujourd'hui, donc, je me suis entourée d'autres freelances, on travaille en équipe, on propose vraiment du contenu de qualité adapté à l'entreprise et effectivement basé sur mes connaissances et aujourd'hui sur les expériences que j'ai déjà eues aussi en CM, tu vois. Donc plus des études de cas sur d'autres entreprises avec lesquelles tu as travaillé en CM voilà, et leurs résultats. Et quand je suis arrivée nouvellement dans le domaine, finalement, c'était mes expériences personnelles qui les avaient convaincus. Ouais. Tu vois, enfin, le fait que j'avais créé mon site e-commerce, c'est déjà en soi... oui, c'est déjà un élément de ton portfolio. C'est déjà un élément. Le fait que j'ai créé toute une communication autour. Ensuite, j'ai appris à développer des compétences en photographie de produits, tu vois, pour pouvoir mieux vendre mes offres. Enfin, j'ai réussi progressivement à développer certaines compétences. Et donc, j'ai plus parlé de ça que la partie création. Donc, c'est le développement de tes compétences qui est le vecteur de croissance dans le business CM, du coup. Je trouve. Ok. Voilà, je trouve. Ok, ça marche. Je trouve. Et la spontanéité côté création de contenu. Ouais, puisque ça vient. Après, effectivement, l'un va nourrir l'autre dans le sens où effectivement, je sais ce qui plaît en tant que CM plus facilement à une audience. Tu vois, dans un montage, je vais peut-être choisir les meilleures parties au début. Les compétences sont interchangeables. Oui. Je vois. Les compétences sont interchangeables, mais c'est pas forcément des activités interchangeables pour toi. Oui, voilà. Ok, ça marche. Franchement, je trouve que c'est une stratégie super intéressante, puisque il y a un côté rassurant un peu dans le fait de ne pas tout mélanger. Tu vois. Oui, ça veut dire que si tu arrêtes d'un côté, ça n'impacte pas l'autre côté. Exactement, et je préfère. Okay. Tu vois, par exemple, avec ma grossesse, j'ai un peu réduit l'activité, tout simplement. Ouais. Et pour autant, je suis autant que possible présente sur mes réseaux. Donc, pour moi, c'est pas pareil. Ok, ça marche. Quels sont les pièges à éviter quand on se lance dans la création de contenu? Ok. Il y en a un. Ok. Il y en a un gros. Ça va paraître bateau, mais c'est vrai. Vraiment faire ça pour l'argent. C'est-à-dire, je crée du contenu, je vais démarcher... on est tous tombés dedans à un moment plus ou moins important de notre parcours. J'en suis persuadée. Mais se dire... comment dire? Nourrir un peu ton contenu par l'argent. Voilà. Je ne sais pas si je suis claire. Je pense que je vois ce que tu veux dire. Le fait que tu fasses ça parce que c'est une activité qui rapporte. Voilà, ta motivation. En tout cas, c'est ta perception. Voilà. Ta motivation. Parce qu'en fait, c'est contre-productif. Ouais. Alors, il y a un cercle vicieux dans ce domaine aujourd'hui qui s'est un petit peu créé. C'est que, en fait, pour pouvoir te développer, il te faut des sous. Tu vois, concrètement, parce que ça coûte de l'argent de pouvoir créer du contenu. C'est pas à toi que je vais le dire, forcément. Tu vois, on est dans un studio, on a un espace pour dédié, donc ça se fait pas tout seul. Et c'est pareil quand tu as une chaîne YouTube. Moi, j'aime bien expliquer. Aujourd'hui, c'est pour ça que j'attends un peu pour YouTube, parce que c'est un vrai investissement. C'est ta petite émission, donc il te faut vraiment du matériel. Tu republies tes réels sous forme de short ou pas? Oui, j'utilise les shorts. Ok, bon. Oui, j'utilise les shorts. Donc la chaîne est quand même un tout petit peu active. Un petit peu alimentée. Okay. Pas comme je l'aimerais, mais avec les formats longs, etc., que j'aime beaucoup. Mais voilà. Mais tu vois, ça demande des moyens. Des fois, quand tu crées du contenu sur YouTube, des fois, tu te retrouves vite submergé. Il te faut un monteur, par exemple. Ouais. Ça coûte aussi. Donc, tu te retrouves à avoir besoin pour te développer de moyens de financement que tu vas chercher. Et donc, quand tu les trouves, parfois, tu acceptes tout. Le cercle vicieux, là. Tu vois, c'est le tout et n'importe quoi qui n'est pas bon. J'accepte tout ce qui me vient parce que j'ai besoin de ça pour avancer. Ouais. Je pense que c'est assez vrai de façon générale dans le business en freelance. Parce que quand tu te lances au début, tu n'as pas de crédibilité. Oui, non. Du coup, tu es un peu tenté d'accepter tout. C'est pour ça que je t'ai dit que je pense qu'on est tous un peu passés par là. Oui, je te rejoins tout à fait. Je pense beaucoup à mon site que j'ai vendu 300 €. Oui.
Oui. Ah oui, 300 €, oui. Ouais. Il y a des plateformes qui font un site e-commerce. Plus cher, tu vois. Voilà. Oui, non, mais Oui, mais en fait, aujourd'hui, c'est quand même une expérience pour laquelle j'ai beaucoup d'affection, tu vois. Parce que ça sera la première et la dernière fois que je vends un site à 300 €. Voilà, c'est ça. Et voilà. Mais je voulais un truc sur mon portfolio. Bah, tu vois, c'est ça. Et on est tous passés par là. Et dans la création de contenu, je pense qu'on n'y échappe pas. Parce que voilà, il faut ce petit cercle vicieux. Donc si j'avais un conseil à donner, ce serait vraiment de ne pas faire ça pour l'argent. En fait, vraiment de commencer pour soi, de réfléchir plus à ce qu'on veut transmettre, quelle audience on veut attirer, voilà, plutôt que de se dire Ouais, en fait, se poser des questions stratégiques. Parce qu'en fait, je pense que c'est OK de se dire que tu veux que ce soit une activité qui soit rentable. Oui. Mais c'est pas pareil, voilà. Bon, quand tu veux faire ça, a priori, tu fais une stratégie, tu fais un petit business plan. En fait, il faut bien définir tes besoins. Et du coup, aujourd'hui, s'il y a une marque qui me contacte, mais c'est pas cohérent par rapport à ce que je véhicule, je serais obligée de lui dire je suis désolée, ou que l'idée que je lui propose de vidéo ne matche pas. Je me dis, non. Là où à l'époque, je vais essayer de convenir plus à la marque et moins à mon audience. Aujourd'hui, je vais me dire, non, je suis capable de refuser, ça arrive récemment encore, refuser un partenariat qui avait déjà été validé. Donc, voilà. Parce que je ne voulais pas que perdre mon audience. Ça correspondait pas. Et je me suis dit, non, ça va être trop commercial. Et moi, je ne veux pas quelque chose de trop commercial. Je ne suis pas une agence de pub. En tout cas, dans ce domaine, tu vois, je ne suis pas un spot sur mes réseaux sociaux. Donc, je refuse de faire quelque chose de plus commercial. Et donc, on n'a pas été au bout. Et j'ai quand même créé une vidéo au départ qui n'a pas été rémunérée. Super. Ravie. J'ai quand même posté, mais voilà, j'ai masqué la marque. Ouais, c'est ça. Mais ça, j'y pensais récemment par rapport à un truc que j'ai vu sur le droit de la propriété intellectuelle et tout, et un threads où une créatrice de contenu disait « Je voulais travailler avec une marque, au final, ils m'ont dit non. Du coup, j'ai fait un réel, il a explosé. Et maintenant, la marque me demande s'ils peuvent télécharger le réel, le reposter sur leur compte et me mettre en collaboration. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que t'en penses ? Ils peuvent, mais il faut payer. C'est exactement ce qu'une juriste lui a dit. C'est ça. C'est ta propriété intellectuelle. Déjà, le premier truc que tu fais, c'est que tu supprimes l'option téléchargement sur ton compte Instagram. Comme ça, on ne peut pas télécharger tes contenus. C'est ça. Et en fait, c'est quelque chose que tu as créé. Donc, tu devrais être rémunéré pour ça parce qu'ils vont gagner de l'argent avec. Exactement. Et c'est pour ça que moi, j'ai pris l'initiative, par exemple, je ne l'ai pas masqué par méchanceté. C'est juste parce que je me suis dit, on ne sait jamais, pour pas qu'ils récupèrent. Mais c'est on n'a pas été au bout, on ne s'est pas accordé, et puis c'est tout. Et puis voilà, c'est tout. Mais aujourd'hui, en parlant de la sponsorisation, parce que je pense que c'est quelque chose qui intéresse beaucoup les créateurs de contenu aujourd'hui, quand même, la partie comment je me rémunère, tu vois, concrètement, du coup, si je ne peux pas tout accepter, comment je fais ? La réalité, c'est qu'être sélectif, ça rend pas forcément riche, mais je pense que si. Mais peut-être, à mon sens, ça va avec la stratégie de la niche, en fait. Voilà. Ouais. Pour moi, c'est être beaucoup plus stratégique et tu vas peut-être monter moins vite. Et encore, au niveau finance, tu vas avoir. Mais l'important, c'est l'audience. C'est quand même ton audience que tu monnaies. Donc, il faut que cette audience ait confiance en toi, qu'elle soit cohérente avec tes valeurs. Et forcément, voilà, quoi. C'était en mode placement de produits all day, every day, au bout d'un moment. Exactement. Et c'est pour ça que moi, j'ai fait le choix d'être plus sélective et je propose mon style de vidéo aux entreprises qui ont envie de travailler avec moi. Maintenant, si ça ne matche pas, ça ne matche pas. Ça ne matche pas. Et voilà. Ça marche. Merci pour cette anecdote. Dernière question, du coup. Comment tu penses que la création de contenu aux Antilles, dans la Caraïbe, va évoluer? Une chose est sûre, c'est que ça a déjà beaucoup évolué ces derniers temps. Il y a eu beaucoup de créateurs de contenu qui se sont lancés, donc je pense que ça va continuer. Je pense quand même qu'on a beaucoup d'efforts à faire sur la perception qu'on a de ces créateurs de contenu, la considération qu'on peut leur apporter aussi, parce que du coup, ça peut être véritablement un métier. Et j'en connais qui en font
vraiment leur métier à 100%, hein, c'est-à-dire qu'ils ne font rien à côté. Donc, pour moi, c'est émergent et ça va continuer d'évoluer dans le temps. Donc, c'est pour le meilleur, je l'espère. Là où il faut faire attention, comme je disais, comment dire ? L'authenticité, parce que ça devient aussi un moyen pour les marques. Enfin, on devient intéressant pour les marques, forcément, et qui ont une vision très ancienne, on va dire, parfois. De la collaboration. Ouais. Tu vois, un peu plus comme de la publicité traditionnelle et qui ne voit pas forcément qu'en réalité, c'est justement cette authenticité sur laquelle il faut miser. Par exemple, je te prends un exemple tout bête, j'en parlais récemment avec une amie entrepreneuse. Je disais, en fait, c'est pas mauvais quand un créateur de contenu il va dire quelque chose de négatif sur ta marque aussi. Tu vois. Au contraire, parce publicity is good publicity. Mais oui, parce que alors s'il la descend, je comprends que ça te blesse complètement. Oui, mais c'est toi, c'est pas ton business. Voilà déjà. Et puis non, si globalement il l'a trouvé bien, mais qu'il a apporté une critique constructive ou autre. C'est ça. Au contraire. C'est intéressant que le créateur de contenu pose vraiment son avis et soit réellement vrai, parce que authentique, parce que ça joue sur sa crédibilité. Ça veut dire que si moi je travaille avec un créateur de contenu en tant qu'entreprise qui à chaque fois ne vante que les mérites de tous les produits, comment je sais moi en tant que consommateur que ça c'est mieux, que ça c'est bien, que ça c'est bien pour telle chose, un peu moins bien pour ça. À la base, un créateur de contenu, et quand j'ai commencé, c'était, surtout dans le domaine de la beauté, on testait. Tu vois, c'était des personnes qui étaient rémunérées à la rigueur par les marques pour tester en live des produits. Donc si si on voyait que la gourde qu'on m'a envoyée, elle est super mais elle fuit un peu, ça fait partie du truc, tu vois. Et elle va aussi parler de toutes ses qualités, mais elle va aussi parler de ce qu'elle a moins aimé. De ce qu'elle aime pas. Et en fait, c'est le pari que la marque doit prendre, en fait. Et ça, c'est un peu plus difficile du point de vue d'une entreprise. Donc, je comprends. Après, l'entreprise aussi, elle a ses objectifs commerciaux en tête, donc... Mais ça lui sert pas. C'est ça parce que comme tu parlais de l'évolution de la création de contenu, c'est que si tout le monde commence à faire comme ça, malheureusement, ça va décrédibiliser la profession et le domaine. Et je pense que aussi quand tu fais appel à un prestataire, il faut faire confiance à son expertise. Et le fait que le métier de créateur de contenu soit encore en train d'être professionnalisé d'un point de vue aussi juridique, tu vois. En fait, les marques, je pense qu'elles se disent, peut-être que c'est quelqu'un que je dois guider, peut-être que c'est des choses que je dois apporter. Mais en fait, si tu fais appel à quelqu'un pour son expertise, c'est aussi la meilleure personne placée pour savoir comment commercialiser ce produit. Et c'est pour ça que tu fais appel à cette personne. C'est pas seulement pour accéder à son audience. C'est aussi pour bénéficier de son authenticité, parce que, a priori, toi, en tant que marque, t'es pas capable de le faire. Eh ben oui, et puis je peux te prendre des exemples. Les créatrices de contenu, je pense, qui créent vraiment des ruptures de stock de ouf à chaque fois qu'elles parlent d'un produit en bien, c'est les mêmes qui parfois, quand elles tombent sur un mauvais produit, parfois même de la même marque, elles vont le dire haut et fort. Mais le jour où elles vont parler de ton produit en disant mais c'est incroyable ce truc, demain il y a plus dans tes rayons, c'est fini, tu vois. Et ça, mais en fait, il faut accepter qu'on puisse aussi dire des choses un peu moins cool à propos de ton produit. Et c'est pour ça que je te disais que pour moi, ça peut évoluer dans le bon sens, mais il faut juste que les marques et les créateurs de contenu prennent conscience qu'effectivement, il faut rester aussi authentique autant que possible. Et moi, j'ai pris du temps à le comprendre, tu vois, donc je te dis ça vraiment, voilà. Ouais, l'authenticité semble vraiment être la clé pour se démarquer dans un environnement qui est déjà saturé en termes de contenu. Eh bien oui, parce que chacun a ça. Et puis c'est une manière aussi de se différencier, en fait. C'est la meilleure façon de se différencier. Chacun est différent. Mais personne ne peut être toi comme toi. Ah ben non, on ne pense pas pareil. On n'a pas la même vision. Dans la beauté, on ne se maquille pas pareil. On ne va pas créer du contenu de la même façon. On ne va pas filmer de la même façon. Enfin, tu vois, donc c'est plus... Chacun sa niche. Exact. Et tout le monde peut trouver la sienne. Ah oui, complètement. Du coup, merci beaucoup, Victoria. C'était vraiment cool. Où est-ce qu'on peut te retrouver ? Eh bien, comme tu l'as bien dit, donc sur Instagram, il suffit juste de taper Dolcevi. Donc Dolcevi, et sur YouTube, Dolcevi ou Victoria L. Voilà. Ça marche. Qui est-ce que tu aimerais entendre sur Sauce Digitale ? Qui est-ce que j'aimerais entendre ?
Bonne question. Je me suis pas posé la question. Attends, je réfléchis. Es-tu en créateur de contenu ou pas forcément ? En créateur de contenu, en professionnel de la tech, chez l'annonceur ou en freelance, en marketing. Je suis ouverte. Du moment que la personne, on peut avoir un échange intéressant pendant 1 heure, moi je suis OK. Ouais, bah attends, mais je réfléchis. Là, alors au début, il n'y avait personne, là j'ai l'impression qu'il y a trop de monde. Ah non, il y a du monde, tu vois, je pensais à des personnes, mais je me dis... bah écoute, je vais mentionner une très bonne amie à moi, ce sera très simple, parce qu'on avait essayé de faire un petit format comme ça quand j'ai jamais publié parce que j'avais un problème de micro. Oh. Et je l'avais interviewée parce qu'elle a une vie à 1000 à l'heure où elle est commerciale et en même temps elle travaille à côté. Enfin, elle a la création de contenu, enfin elle est dans tous les sens. Ouais. Et elle aime ça aussi, la création de contenu. Bah, c'est Mathilda, voilà, Mathilda Crampon. Elle a des choses très intéressantes à dire. Je trouve qu'elle en parle vraiment brièvement sur les réseaux. Mais au contraire, je trouve que ce serait bien de la découvrir sous un autre format. Ça va. Oui, je voulais le faire, mais le micro, les aléas. Bon, bah, Mathilda, si tu nous écoutes, voilà, je le dirais elle. Et puis, si tu as besoin d'autres recommandations, je suis là. Bien sûr, on en parlera après. Bah, du coup, toutes les infos de contact par rapport à Victoria, les outils et personnes mentionnées dans l'épisode seront dans la description. Et si tu as aimé, ça fait toujours plaisir de laisser 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. À bientôt. Bientôt.